Mort du grand-père, Hassan Ouamrouche et décadence de la famille. J'ai toujours aimé la compagnie des vieilles personnes. Elles étaient pour moi l'étrangère, l'exilée, secourables et de bons conseils. C'est ainsi que Ted Helt m'avait suggéré d'apprendre à travailler la laine, afin d'habiller mes enfants, car, disait-elle, les enfants ne naissent pas tout habillés. Elle m'avait même lavé une toison de laine, l'avait peignée, cardée, et j'apprenais à filer. Ma mère était venue me voir, elle avait passé 15 jours dans la maison de mon beau-père, et Douda l'aima beaucoup, fut pleine d'égards pour elle. Ma mère était une travailleuse, elle termina le burnous resté sur le métier depuis plus d'1 an, et que pas une des femmes de mon beau-père, la nouvelle comme les anciennes, n'avait voulu tisser. Elle repartit chez elle au bout de 2 semaines. Mon frère Lamara vint la chercher, disant que tout allait de travers dans la maison depuis son départ. J'avais fait mon possible pour la contenter. Douda et ma belle-mère lui offrirent des beignets et Tidehelt lui donna 10 litres d'huile. J'ajoutai une mesure de blé et un drap. Elle et son fils furent satisfaits. C'est la première et dernière fois que je devais revoir ma mère dans cette maison. L'été 1903 était arrivé. Je savais maintenant tisser la laine et je faisais des burnous pour le marché. Ma belle-mère Joral avait quitté définitivement la maison de son mari et vivait chez nous. Elle habitait l'étage au-dessus de la grande maison. Elle et surtout sa coépouse Douda avaient consulté tous les devins et sorcières, dépensé des sommes folles en sortilèges, enterré un os de charogne sous le lit de mon beau-père afin que celui-ci détestât Zahra et la répudiât. Tout fut inutile, il l'aimait toujours. Elle avait eu déjà 2 petites filles, dont l'aînée était morte. Mon mari voulut demander un poste d'instituteur au gouvernement pour être mieux rétribué et avoir droit à une retraite. J'écrivais au recteur une lettre pathétique, mais Belkacem fut évincé à cause de ses convictions religieuses. L'inspecteur, qu'il était allé voir à Sétif, lui avait dit carrément « Si vous tenez à être dans l'enseignement, il ne faut pas pratiquer la religion catholique. » Mon mari avait refusé. Il était revenu bredouille. Le jour même de son retour, le 8 septembre à 3 heures, naquit mon fils Henri Achour. Tous les enfants Amrouche reçurent un double prénom chrétien et musulman. Paul avait 3 ans. Son grand-père lui tint le fusil pour qu'il en tire un coup en signe de réjouissance. Il y eut à cette occasion une fête comme j'en ai jamais vu depuis. Toutes les femmes du village, les jeunes, les vieilles, étaient venues me féliciter et prendre part à la sauterie. Hurrah! Sur un bidon à pétrole, une femme battait la mesure, d'autres l'accompagnaient en claquant des mains et en chantant pendant que d'autres encore dansaient et lançaient l'appel à la joie. Ô toi de qui j'ai partagé la joie, viens te réjouir avec moi. Ce n'est que tard dans la soirée que chacun retourna chez soi. J'avais reçu des présents de partout, des œufs, des quartiers de mouton, de la farine et même du miel. La maison était pleine de cadeaux et ma belle-mère ne savait où les ranger. On avait préparé un grand couscous de liesse. Tous les amis accoururent pour le partager avec nous. On a distribué même à certaines maisons amies qui avaient des malades et des accouchés. C'était Khaled ou Manzourk qui avait réparti la viande entre les invités. Il n'en avait même pas gardé pour lui.
je lui tendis un morceau de gâteau de miel que j'avais eu en offrande. De cette nuit, je me souviendrai toujours. Parfois, des sœurs de passage me rendaient visite. Je les recevais de mon mieux. Un jour, je vis ainsi sœur Suzanne, la sœur des Oadias. Elle était âgée et ses traits étaient flétris. Elle me dit de venir de Tegmouth, et comme je lui demandais des nouvelles de ma mère, elle m'apprit qu'elle avait de l'hydropisie, ce qui était un mensonge, mais elle avait encore cherché à me faire de la peine. Vint le mariage de Reskia, ma belle-sœur. Ses beaux-parents firent bien des choses. Ils avaient apporté un mouton sur pied, selon l'expression du pays. On prépara des quantités de couscous blanc comme neige, avec de la sauce vermeille et beaucoup d'oignons. Il y eut du tambour et des musiciens qui jouèrent sur leur clarinette l'air « Embrasse-moi, Ninette », alors en vogue chez les Français. Toute la nuit, les réjouissances durèrent et toutes les femmes de la famille dansèrent, ainsi que mon beau-père. Le lendemain, on mit la mariée sur une mule carapassonnée de soie. Elle portait sur ses épaules les plus riches pièces de son trousseau. Et la noce partit pour le village distant de quelques kilomètres, suivie de toutes les femmes en habits de fête et des hommes, le fusil sur l'épaule. Ma belle-mère avait accompagné sa fille et ne devait revenir, selon la coutume, que le 7e jour. Mais le 7e jour, nous vîmes revenir et ma belle-mère et sa fille, qui avaient des crises d'hystérie. Quand je la voyais tomber en poussant des cris atroces, j'avais la chair de poule, car je me souvenais de cette campagne de Tête d'El-Soufla qu'on avait dû renvoyer parce qu'elle faisait l'effroi de l'école. Elle était très brune, avec de grands yeux brillants. Une cicatrice lui coupait la lèvre, et parfois, n'importe où, elle roulait des yeux fous, étendait les bras et criait « Dahammou, Dahammou » et tombait comme une masse. On m'a raconté que cet homme dont elle parlait était un oncle qui l'avait terrorisée. À cause de cela, la directrice l'avait renvoyée. La vue de ma belle-sœur Reskia m'avait rappelé cet épisode de mon enfance. Sa mère l'installa dans le vieil étage, au-dessus de la grande maison. La chambre très vaste était bien abritée en raison de toits assez bas. Le sol était en terre battue. Il y avait une cheminée où nous faisions à manger. Quand les crises reprenaient, cette petite, sans aucune raison, il fallait 4 ou 5 femmes pour la retenir. Les unes par les pieds, d'autres par les bras, et sa tête roulait, et elle poussait des cris pendant près d'1 heure. Le père des huissières était venu voir ma belle-sœur Reskia. Il suggéra un changement d'air. On appela aussi les marabouts kabyles, un vieux en particulier. Sidi Tahar Eth Bundarus. Il vint exorciser les démons qui, disait-il, habitaient la pauvre fille. Un jour, elle, la Johra, sa mère, et mon beau-père partirent consulter un marabout célèbre, Sidi Yahya Beljoudi. Ce marabout avait la faculté de faire sortir le démon Khiyef Larais, qui s'empare des jeunes épouses pour les torturer. Beaucoup de filles du village, ayant souffert du même mal, avaient été guéries en séjournant 1 jour ou 2 dans son ermitage, lieu saint où tous les malheureux trouvaient nourriture et abri. Un matin, ils montèrent sur les mules de la maison, mais ils furent surpris par la neige dans la forêt de Bonny et durent se réfugier chez le garde forestier que nous avions reçu durant l'été. Ils revinrent le surlendemain enchantés de la réception. Si Yahya avait été charmant, il avait promis une prompte guérison, et ma belle-sœur qui put bientôt poser ses pieds à terre, alors que depuis son mariage, elle marchait sur les talons.
C'est durant le mois de novembre que cette même année que mourut tragiquement le frère de ma belle-mère, Khaldo Marzouk. Monté sur sa mule, le fusil sur l'épaule, il allait, de marché en marché, pour vendre de la laine. Mais un jour, il ne revint pas, en même temps que les autres marchands. Sa femme attendit jusqu'à la nuit en vain. Elle courut alors chez son beau-frère Hamma, qui fit appel à tous les hommes de la famille pour se mettre à la recherche de Khaled. Ils trouvèrent le malheureux étendu au travers du chemin. Une balle lui avait crevé l'œil et était sortie par la nuque. Sa mule était arrêtée près de lui. Rien n'avait été touché dans le chargement. Seul son fusil manquait. La justice se porta sur les lieux. On ouvrit l'estomac, qui était vide, car on était à la saison du jeûne. Les hommes rentrèrent vers le matin, escortant le corps couché en travers de la mule. Ils le dirigèrent vers la maison paternelle et l'étendirent à terre. Je me souviendrai toujours de la scène qui suivit. La mère aveugle, avançant à tâtons pour chercher la blessure du fils tant aimé. Elle mit d'abord la main sur l'œil absent, puis la porta au trou que la balle avait fait en sortant par la nuque. Elle est alors retournée à sa couche, mais de ce jour, elle ne s'est plus levée. Dieu avait bien entendu la malédiction de la mère proférée 3 ans auparavant. Le fils s'était bien trouvé dans un chemin étroit, en face d'hommes adroits. Les yeux aveugles pleurèrent autant qu'ils eurent de larmes. Le grand-père Hassan était venu à Tizi et Drel avant l'enterrement. Il eut beaucoup de chagrin, car il aimait le défunt, qu'il jugeait très intelligent et de bons conseils. J'ai moi-même bien pleuré cet homme qui m'avait été d'un grand secours. Lui et sa femme ne me refusaient rien. Souvent, celle-ci avait quitté son métier à tisser pour préparer un plat dont je raffolais. La veuve alla se réfugier chez son beau-père, puis, comme elle était jeune, elle se remaria. L'année 1904 me fut particulièrement néfaste. Ma belle-sœur, n'ayant plus de crise, retourna chez son mari. Il y eut encore des noces dans la maison, encore des musiciens, encore des tambours, des danses et des réjouissances. Mais chez mon beau-père, Ahmed ou Amrouche, tout empirait. Cet homme dépensait tant et plus sans jamais rien gagner. Ses épouses l'accusaient d'être coureur. Elles avaient remarqué qu'il emportait des présents destinés à des femmes quand il allait toucher les intérêts des créances de son père dans les villages. De plus, il jouait aux cartes, et comme il ne savait pas jouer, quelques vauriens s'entendaient pour le gruger. Il avait fait des dettes et mis en gage la maison paternelle. Se sentant âgé, son père, Hassan Ouamrouch, lui avait donné une procuration devant notaire, lui permettant de le remplacer auprès des créanciers. La récolte de l'olive avait été très bonne, et l'on avait dû vendre le contenu d'une partie des jarres pour remplir ces jarres d'huile nouvelle. Nous étions en mai quand le grand-père Hassan apprit que sa maison avait été mise en gage de son vivant. Il dut y avoir une scène terrible, et mon beau-père, qui craignait son père, se sauva. Ce dernier revint de Tizi à Idel un samedi matin. Il fit nettoyer l'étage où nous habitions, commanda un couscous copieux et convoqua le créancier de son fils, un homme d'une riche famille de la plaine. Le cadi était au marché ce jour-là. Le grand-père remboursa la dette, mais retira la procuration à son fils, qui depuis lors devint tributaire du bon vouloir de Ted Helt. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.